10 ans après avoir sorti son premier ouvrage, c'était en 2009, et il s'appelait Au nom des femmes battues, Tatiana Laurence Delarue a travaillé sur ce bouquin qu'elle sort 10 ans après, qui s'appelle Vivre heureuse après les violences conjugales. Alors tous ensemble, accompagnés de Tatiana, on va tenter de répondre à ces questions. Premièrement, une femme peut-elle vivre heureuse après avoir subi des violences conjugales? Et est-ce qu'on peut véritablement se reconstruire? Tatiana, je suis content de te recevoir. Merci beaucoup. C'était la dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2017. Ça va, c'est pas très... Ça va, 17, oui, 18, ça 19. va, on n'a pas beaucoup Le vieilli mec entre-temps. compte sur ses doigts. Bref, c'est pas grave. 17, 18, 19. Je vais passer à ma première question, ce sera plus simple. J'aimerais commencer cet entretien, Tatiana, en te faisant réagir à cette phrase que tu dis dans le livre et qui est « À présent, à moi de me prendre en main ». À mes yeux, tu t'étais prise en main depuis bien des années. Quand on vit des choses difficiles, que ce soit la violence conjugale ou la maladie ou d'autres choses qui nous dévastent, soit on sombre, soit on en fait quelque chose. Donc on en a déjà parlé, moi j'avais décidé d'en faire quelque chose. Et c'est vrai que pour me reconstruire, j'ai pas tout de suite pensé à moi, à me reconstruire, en fait. C'est bête. Mais je me suis dit, pour me reconstruire, il faut que je trouve une vengeance sur la vie, une vengeance positive, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire justice soi-même. Et ma vengeance positive, c'était d'aider les autres. Je n'avais pas pu aider ma maman qui est décédée lorsque j'avais 12 ans. Donc je me suis dit, je vais aider les autres. Mais en fait, je n'ai pas pensé à m'aider moi. Donc j'ai dû rentrer dans une cape de super-héros où je disais qu'on pouvait s'en sortir, où je disais regardez, je suis heureuse, où je disais voici les clés, voici comment faire, il faut partir, il ne faut pas rester, vous allez mourir, etc. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et à un moment donné, j'ai senti mon énergie un peu partir. Je me suis sentie fragilisée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai compris en cherchant, ça a mis du temps, ça a mis des mois, j'ai compris qu'en fait, moi, je ne m'étais pas reconstruite. Le sourire que je venais afficher chez toi, dans les médias, sur les plateaux télé, c'était en quelque sorte un faux sourire, parce que c'était un sourire où je voulais dire aux femmes qui étaient violentées, aux hommes aussi, parce qu'il y a aussi des hommes, aux personnes en tous les cas qui étaient violentées, regardez, on peut s'en sortir, j'ai le sourire, je suis contente, je suis joyeuse. Mais le fond, moi, je n'ai pas pensé à me reconstruire. Comment est-ce que j'allais rester victime? Comment faire pour ne plus être victime, pour vraiment être heureuse, pour vraiment ne plus me sentir soumise? Je m'étais oubliée pour aider les autres, mais je ne regrette pas. Hein. Mais tu devais te faire souffrir toi-même. Quand on joue quelque part, c'est ce que je comprends, un personnage, parce qu'on sent qu'on n'a pas le choix. On souffre. Non, moi j'étais heureuse d'aller sur un plateau télé et d'afficher mon sourire et de dire regardez mon sourire, vous avez vu, on peut s'en sortir, on peut être heureux à votre tour. Et quand je rentrais chez moi, je pouvais m'effondrer et pleurer sur tout ce que j'avais pu vous dire Oui. de ma vie intime. Mais je ne voyais pas ça comme une souffrance, parce que la souffrance, je l'avais déjà vécue. Mais la souffrance, tu l'avais quand tu rentrais chez toi, parce que Elle était déjà là, de toute façon. C'est juste qu'il fallait que... Je ne pouvais pas venir montrer on peut s'en sortir dans les pleurs, c'est pas possible. On ne parle pas à quelqu'un en disant regarde, on peut être heureux et toi tu es dévasté, tu es malheureux, tu pleures, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. Donc j'étais obligée de montrer mon sourire qui n'était pas tout de suite un vrai sourire. Aujourd'hui, c'est un vrai sourire. Mais au départ, les premiers mois, les premières années, c'était pas un vrai sourire que je montrais. Mais alors, il était de qui ce sourire? D'un personnage, d'une Tatiana Laurence Delarue qui se devait de porter ce sourire pour rassurer peut-être? À qui se devait, oui, c'était ma mission. En fait, j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais vécu ça, pourquoi ma maman était morte, pourquoi des femmes décèdent tous les jours, et pourquoi moi j'étais vivante. Donc je me suis dit que c'est que la vie m'avait fait subir ça pour que je puisse aider à mon tour. Donc je me devais, c'était mon devoir, je pense que c'était ma mission. Je pense qu'on vient sur Terre avec des missions pour devenir le meilleur être humain possible, pour une vie future, pour une vie spirituelle, dans le paradis ou autre, selon nos croyances. Et moi, je me suis dit, donc c'est ma mission, alors c'est parti, je vais aider les autres. En fait, c'est instinctif, je ne me suis pas dit, oh bah je m'aide pas moi et je vais aider les autres. Ça s'est fait naturellement en fait. Maintenant j'ai du recul, j'en parle, mais je ne savais pas ce que je faisais, c'était dans un déni. Le titre, il évoque clairement le droit au bonheur. 10 ans après. Voilà. Ce qu'on lit en gros, c'est même en Vivre plus gros, heureuse. c'est vivre heureuse. Mm. Aujourd'hui, est-ce que tu t'autorises à être heureuse? Est-ce que la Tatiana Laurence Delarue qui est en face de moi, de nous, a un vrai sourire et est pleinement heureuse? Mais je n'ai pas le choix. C'est mon devoir d'être heureuse. Parce que
Si on est malheureux, si on n'arrive pas à se reconstruire, si on reste soumis à la personne qui a essayé de vous détruire, alors c'est comme si ça équivaut au fait qu'il a gagné. Et moi, il est hors de question que ces hommes-là, enfin ces personnes violentes qui essayent de vous dominer, de vous retirer votre vitalité, votre joie de vivre, qui vous déconstruit au plus profond de vous, il est hors de question que je les laisse gagner. Donc, c'était pas la question, est-ce que je vais pouvoir trouver le bonheur? C'est, je vais trouver le bonheur. Je ne serai pas soumise à lui. Il n'aura pas réussi. Je vais montrer à tout le monde qu'il n'a pas réussi. Je vais lui montrer que je suis heureuse, qu'il n'a pas réussi à me détruire. Et c'est ce que je dis quand une femme vient me voir en disant « J'ai lu ton histoire, j'ai vu ton histoire, je m'en suis sortie parce que j'ai vu que voilà, à travers ton histoire que j'allais pouvoir mourir, mais par contre, je ne suis pas comme toi, j'arrive pas à être heureuse. » Alors je lui dis bah, « appelle ton compagnon et dis-lui bravo, tu as réussi. » Il me dit bah « Non, si, il a réussi. » Tant que tu seras malheureuse, tu seras soumis à lui. Tant que tu seras soumis à lui, il a réussi à te posséder et à te détruire. Donc je comprends que le bonheur, pour toi, à tes yeux, c'est quelque chose qu'on peut prendre pour soi. C'est à nous de le prendre. On ne doit pas attendre que les autres nous créent notre bonheur. Oui, il y a 50% où tu te le crées. C'est-à-dire que moi, soit je m'effondrais, soit je ne refaisais plus confiance en un homme, soit j'étais plus amoureuse, soit j'avais plus confiance en la vie. Et alors là, il aurait gagné sa mission sur moi d'essayer de me détruire. Alors, en refusant, en disant « il n'a pas réussi », déjà c'est 50%. Et après, tu as 50% de reconstruction de tes blessures physiques, de tes cicatrices physiques et puis tes cicatrices internes. La reconstruction psychologique, est-ce que ça sous-entend être guéri pour toi, complètement? Je pense qu'on peut... Je pense qu'on n'est pas une victime à vie. Voilà. Quand on a décidé qu'on ne sera plus une victime, quand il y a ce déclic, on peut le créer. On n'est pas une victime à vie, mais c'est vrai qu'une reconstruction, je crois que c'est à vie. Parce qu'en vrai, nos souffrances sont dans un sac à dos. Voilà. Le sac à dos, on le porte. Tu as 15 kilos de souffrance dans ton sac à dos. C'est une image. Soit tu le portes en disant tous les jours « Ah, c'est lourd. Ah, j'ai mal au dos. Ah, c'est difficile. J'arrive pas à courir vite parce que mon sac à dos, il est lourd. » Voilà. Ou soit tu décides de prendre des éléments de ton sac à dos. C'est noir, hein, c'est sombre, mais tu vas les transformer et en faire des choses positives. Et ces petites graines, tu les plantes et ça crée des choses positives. Et tu le vides et tu le vides. Moi, j'ai décidé de vider mon sac à dos. Et quand est-ce qu'il sera vide, j'en sais rien, peut-être à la fin de mes jours. Mais en tous les cas, je le vide tous les jours pour avancer sereinement, pour avoir un équilibre et puis pour aider les autres. Parce que c'est comme ça, c'est ma mission, je le sens, c'est au fond de moi, justement, ça ne s'explique pas. En effet, tu en as fait une mission, tu en as fait ton cheval de bataille. Cette histoire, tu en as fait ton combat. Est-ce que c'est pour que la société n'ignore pas? Ah bah oui, mais aussi. C'est pour plein de choses, mais c'est vrai qu'on a ignoré très longtemps les victimes de violences conjugales. Ça se passe dans le foyer, entre quatre murs. Malheureusement, il y a un problème d'éducation. Éducation de nos enfants, éducation des professionnels de la santé, les médecins, les psychologues, éducation des professionnels de la défense, les policiers, les gendarmes, les procureurs, les avocats, les juges. Comme tous ces gens-là, nous ne connaissons pas ce qu'est la violence conjugale, on ne sait pas la traiter. Lorsque un médecin reçoit une victime de violence conjugale et qu'il a eu 3 lignes dans ses cours de médecine lorsqu'il était étudiant, comment tu veux qu'ils aident une victime de violence conjugale? Lorsqu'un policier reçoit une victime de violence conjugale et qu'elle retourne 1000 fois, parce que pour eux, elle retourne parce qu'elles aiment les coups, etc., s'ils ne sont pas éduqués à ça, si on ne leur explique pas qu'elles sont soumises, que c'est de l'emprise et qu'elles y retournent parce qu'elles ont peur, parce qu'elles n'ont pas le choix, alors ils réagissent forcément mal. Donc tout est un problème d'éducation qu'il est nécessaire de mettre à l'honneur et c'est pour ça qu'il faut en parler et c'est pour ça qu'il faut arrêter ce tabou. C'est un des derniers tabous de notre société. Et tous les tabous tuent. Que ce soit l'inceste dans nos foyers, que ce soit les violences conjugales, les tabous tuent. Pour toi, tu en es persuadé, tu l'écris noir sur blanc, la plupart des gens, en tout cas beaucoup de gens, veulent se persuader que toutes ces femmes qui sont victimes de violences conjugales mentent, sont des menteuses. Mentent ou aiment les coups. Souvent on dit oh, bah, elles sont maso, elles sont sadomaso, j'ai déjà même entendu. Mais pourquoi de façon générale on Parce entend qu'ils ne ça? me connaissent pas. Moi je leur en veux pas. Hein. À toutes ces personnes qui sont maladroites, qui disent des choses injustes sur la violence conjugale et sur les victimes, je leur en veux pas. Par exemple, toi, tu viens demain et tu me parles d'une maladie héréditaire que je ne connais pas. Je vais peut-être pas savoir bien te répondre, je vais peut-être être maladroite, je vais peut-être pas savoir t'offrir les meilleures réponses à tes questions parce que je ne connais pas. Est-ce que tu vas m'en vouloir? Non.
Je pense que si on n'est pas éduqué à ça, comment tu veux demander aux gens d'aider une personne? La violence conjugale, c'est pas juste deux personnes qui se frappent, comme on voit dans la rue, une personne qui frappe une personne. C'est tout un acheminement incroyable. C'est de la micro-violence, ensuite de la violence psychologique, de la violence physique, de la violence sexuelle et le décès. C'est comme en temps de guerre, quand, quand on fait quand il y a un homme politique qui d'un seul coup rassemble des peuples pour faire des choses horribles, tu te dis mais comment ils ont pu faire un truc pareil? C'est de l'engrenage. Ou un gourou qui te dit pour aller au paradis, tuons-nous tous ensemble ou faisons plein de bébés. Ça n'existe pas. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent à faire ça. Et bien c'est la même chose, c'est de l'emprise. Et lorsqu'on est sous emprise, on est programmé. L'individu programme sa proie et notre cerveau ne fonctionne plus pareil. On est programmé et pour se déprogrammer, c'est un long travail. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas des femmes qui aiment les coups, c'est pas des femmes qui aiment leurs compagnons, c'est des femmes qui sont programmées. Elles ont été programmées par des micro-violences indétectables, puis des violences psychologiques où il va vous rabaisser, vous faire perdre confiance. Et puis quand vous commencez à croire que vous n'êtes pas une bonne personne, que vous n'êtes pas belle, pas intelligente, il commence à vous frapper. Alors là, vous avez mal partout, vous perdez encore plus confiance. Puis c'est sexuel après, et puis c'est des actes de barbarie où il imagine des trucs, où il peut vous attacher. Enfin, c'est pas juste une gifle en fait. C'est ça que je veux dire. C'est quelque chose qui vous détruit, vous n'êtes plus rien, vous êtes un déchet, vous êtes complètement soumis, vous n'êtes plus rien, vous n'avez plus confiance en vous. Et c'est là que c'est la mort qui vous attend. C'est un processus très très compliqué, la violence conjugale, très compliqué. La mort, tu en parles de façon cash Ah oui, il le faut. dans l'ouvrage. J'ai appris à le faire. Je voulais savoir pourquoi. Et pourquoi tu as appris à le faire? Grâce à mon association. Grâce à mon association Gros Jaune, énormément de femmes viennent me demander « Alors, est-ce que je vis la violence conjugale ?» Quelquefois, on me dit « Ah non, mais moi, je ne suis pas à ton stade. Hein, tu sais, moi, juste, il me met des gifles de temps en temps. Ou juste, il me pousse contre le mur. Juste, il m'arrache les cheveux. Juste, il m'étrangle. Oui, mais à ces femmes-là, tu leur dis qu'elles vont mourir. » Et première phrase que je leur dis, j'ai dit « Écoutez, vous êtes victime de violence conjugale. Si vous restez, vous allez mourir. » C'est ma première phrase. Ça peut être choquant, mais il faut qu'elles le sachent. Parce que si moi je ne le dis pas, moi je suis au courant qu'on va mourir si on reste. Si je ne le dis pas et qu'elles vont mourir demain, je vais m'en vouloir de ne pas lui avoir dit. C'est normal. La violence conjugale, ça commence de ces micro-violences-là jusqu'à la mort. C'est inévitable. La mort, pourquoi? Parce que la gifle d'aujourd'hui, eh ben, ça sera un coup de poing de demain. Puis après, le coup de poing, ça ne lui fera plus rien. Il va rentrer dans son habitude. Donc, il va aller beaucoup plus loin. Et puis, il va vous violer. Et puis la mort, c'est rapide. Il vous pousse votre tête comme contre le coin de la table, vous décédez. C'est pas que de l'étranglement, un coup de fusil, un coup de couteau. Ce que tu veux dire, c'est que quelqu'un qui est capable de faire des sévices pareils, pour toi, est capable d'entraîner la mort de façon sûre. Soit de le faire volontairement par un acte d'étranglement, par un acte de coup de couteau comme on peut le voir, coup de fusil, ou soit sans faire exprès. J'ai pas trop envie d'utiliser ce mot parce que quand on frappe quelqu'un, on sait qu'on peut le tuer. Mais par exemple, par les nerfs de pousser une personne, comme dans la famille Trintignant, hein, c'est ce qu'on a vu, hein. C'est ce qui s'est passé. Bertrand Cantat l'a poussée, elle s'est pris le coin d'une table, il l'a couchée dans le lit et il est revenu le lendemain, elle n'était plus là. Voilà. Donc la mort, c'est aussi, comme il vous pousse régulièrement, si vous prenez le coin d'une table, c'est facile, hein, la tempe, le cerveau, c'est super fragile. Hein. Il suffit que ça bouge un peu dans cette petite coque et puis vous êtes paralysé. Donc c'est très rapide la mort, très rapide. On entend beaucoup parler de féminicide depuis plusieurs semaines. C'est un terme qui n'est pas nouveau, mais qui l'est en même temps. Oui, on n'entendait pas trop ce mot, on ne l'utilisait pas trop. Voilà, pas comme aujourd'hui. C'est quoi ta définition de ce mot, féminicide? Ah bah c'est clair. Les féminicides, c'est tuer une femme parce qu'elle est une femme. C'est pas tuer un individu, tuer un être parce que vous voulez lui faire justice, parce qu'elle vous a trompé et que vous êtes fou et que vous faites justice vous-même, ou parce que c'est tuer une femme parce qu'elle est une femme, parce qu'elle ressemble à une femme, ou parce que son intégrité, c'est une femme, parce ce qu'elle représente est une femme. Donc dans ce cas, ça soulève la question du statut juridique de la femme dans notre société, du statut tout court même de la femme. Oui, bah, de toute façon, depuis la nuit des temps, la femme n'a jamais été respectée. Parlons juste de la France, on est en France. Dans les films, dans les années 40, 50, 60, 70, peut-être même 80, il suffit de regarder les films, les hommes giflaient les femmes, c'était quelque chose de normal. Très souvent, la femme était un objet. Sous le dernier Code civil de Napoléon, c'est il y a très peu de temps, la femme appartenait à un homme.
appartenait à son homme, elle était objet, c'est-à-dire que peu importe ce qu'elle voulait prendre comme décision dans sa vie, elle devait demander à son homme. C'était un objet. C'était écrit, noir sur blanc, la femme appartient à son homme. Comme un meuble, comme une voiture. Donc évidemment, c'est il n'y a pas longtemps, donc on est obligé de travailler dessus, mais il faut des gros coups, comme il se passe en ce moment avec Marlène Schiappa, des gros coups ou des Grenelles, où on parle au président de la République, où on dit Monsieur Emmanuel Macron, voilà, on va venir avec des réformes, il faut vraiment faire quelque chose. C'est pas par-ci par-là, comme en 2010 quand c'était la grande cause nationale et que Madame Roselyne Bachelot n'avait pas le temps de s'occuper de cette grande cause nationale. On avait mis 2-3 spots publicitaires, enfin des spots publicitaires, des spots de lutte à la télévision, et puis voilà, quoi, l'année est passée. C'est pas ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà, c'est respecter la femme, c'est expliquer que la femme, elle est aussi importante que l'homme. C'est pas une question que d'équité, comme on dit, oui, il faut qu'elle ait le même salaire. Il n'y a pas qu'une question de salaire pour toi. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond. C'est une question d'éducation, comment on éduque nos enfants. Comment les parents éduquent leurs enfants. Ça passe aussi par la violence dans la rue? Oui, ça passe vraiment, pour moi. La base de la base, c'est l'éducation. Je me permets, je fais référence à ce que j'ai pu constater. Ouais. Notamment une fois, je sortais d'un restaurant, une jeune femme qui a ses écouteurs, qui sort, qui rentre certainement chez elle, et un homme qui lui fait « Hé mademoiselle, allez, fais-moi un bisou, s'il te plaît. Tu vois? Et il la suit, elle est obligée de lui dire « J'ai un copain. Et il lui répond « Ben moi aussi, j'ai une meuf. » Tu vois? C'est une agression, ça. Oui, c'est un problème d'éducation. C'est que comment, en général, je ne vais pas faire une généralité de 100%, mais un gros pourcentage, sans dire de pourcentage, un gros pourcentage. Comment les parents élèvent leurs enfants? Une petite fille, on l'élève à débarrasser la table, on lui offre des dinettes, des poupées, des bébés, on lui dit tu vas être une bonne maman, on lui apprend à changer les couches, on lui apprend avec la dinette à faire à manger, on lui explique déjà qu'elle va faire à manger pour son mari plus tard, il faut qu'elle se soit une bonne épouse, une bonne maman. Alors contrario, le petit garçon, on lui dit très souvent pleure pas, t'es pas une fillette, débarrasse pas la table, ça c'est pour les filles, pour maman et ta soeur, nous avec papa on va regarder le foot, on va jouer aux voitures, tu mets pas du rose, t'es pas une fillette, des choses comme ça. Donc on fait quoi? On apprend à la petite fille à être déjà soumise à l'homme. C'est éducatif. On lui apprend qu'il faut qu'elle soit une bonne épouse, une bonne maman, que plus tard dans son foyer, il faudra qu'elle s'occupe de son mari. C'est déjà ancré dans le cerveau reptilien, la partie là, qui a tous les souvenirs. Et le petit garçon, il a déjà ancré dans son cerveau « Ah moi je suis un bonhomme, je vais me faire servir par ma femme plus tard, parce que c'est comme ça, parce que moi je vais aller avec mes copains faire le mécano avec ma voiture, et moi je pleure pas, je suis un bonhomme, et les filles elles pleurent. » C'est une question d'éducation. Pour toi, les sources... On prédestine déjà les gens à être des bourreaux et des gens soumis. Donc les sources de ce fléau viendraient de l'éducation, en tout cas en ce qui concerne la violence conjugale. Oui, même la place de la femme et de l'homme dans la société, elle est pas au bon endroit au niveau de l'éducation. Et c'est comme ça que plus tard, on arrive à de la violence conjugale, on arrive à des problèmes dans la société entre les hommes et les femmes. Tu vois bien qu'on a du mal à communiquer, on a du mal même à se draguer. On ne sait plus comment draguer. Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, ça m'intéresse, des hommes, puissants ou non, dans notre société, qui vont rigoler un petit peu, pas de ton discours, mais en disant on peut plus rien dire, on peut plus taquiner une femme, on peut plus rien faire, on a peur après du hashtag MeToo, tu vois, quelque part. C'est vrai, et c'est vrai dans les deux sens. L'homme est perdu là parce que comme la femme se rebelle et dit attention, vous nous manquez de respect, on a un problème d'intégrité, c'est pas le bon plan, on est en train de repousser l'homme. Donc du coup l'homme ne sait plus comment draguer, il ne sait pas si il dit une gentillesse si on va mal le prendre, il ne sait pas s'il peut t'inviter à prendre un café si on va pas le prendre comme une agression, et on est en train de se perdre. Vraiment, l'homme et la femme. Comment recadrer justement ce discours? C'est l'éducation. C'est pas là, nous tous qui sommes adultes, c'est déjà fait, quoi. C'est à nous d'être intelligents, de lire des livres, d'échanger et de savoir comment s'équilibrer. Mais les enfants, c'est l'éducation des parents et aussi à l'école. Des institutions, ça passe donc aussi par l'État. L'éducation nationale, évidemment. À l'époque, nos parents, à l'école, on ne parlait pas de la sexualité. Non. Ça fait des catastrophes. Aujourd'hui, on parle de la sexualité, on parle de l'homosexualité, on parle de comment on fait les bébés, comment on met un préservatif, des maladies sexuellement transmissibles, du sida. Et regarde comment on a évolué. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'époque. On
on a ce problème dans nos foyers, un foyer sur 10, il y a la violence conjugale, et on n'en parle pas. Moi, si on m'en avait parlé, je te l'ai déjà dit, peut-être que j'aurais été voir un professeur, peut-être j'aurais été voir une infirmière, et j'aurais dit, ma maman vit ça, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et je l'aurais peut-être sauvée. Mais pour moi, c'était normal ce qu'elle vivait. Enfin, c'était normal. Personne n'avait dit que ça l'était pas, en tous les cas. Donc moi, pour moi, c'était traitement d'une maman, d'une femme au foyer. On l'a traité comme ça, quoi. Ça me paraissait pas normal. Donc, c'est vraiment un problème éducatif. On doit éduquer nos enfants et il doit y avoir, dans l'éducation nationale, au même titre que les cours de comment on fait un bébé, la sexualité, les MST, etc., il doit y avoir des cours sur la violence conjugale, sur le respect des garçons, des femmes, qu'on ne doit pas toucher dans la cour d'école si la petite fille ne veut pas, qu'on ne doit pas l'insulter, qu'on doit respecter l'intégrité des gens. C'est l'éducation, c'est quoi? C'est quoi l'intégrité? T'as jamais pensé à embrasser une carrière politique? J'ai pas ce... La question est très sérieuse. Ben, on m'en parle beaucoup et je comprends pas pourquoi on m'en parle beaucoup parce que non, moi juste j'ai un combat parce que j'ai vécu un truc. Si j'avais vécu autre chose, je pense que je serais partie dans le même combat parce que ça fait partie de moi, de ma personnalité, de mon caractère. Mais c'est vrai que bon, là, je suis en train de rentrer dans le Grenelle. J'ai la chance, c'est que Madame la ministre m'a acceptée dans les ateliers. Donc, je vais commencer les ateliers là, pour préparer le Grenelle, pour faire valoir les prochaines lois, les prochaines réformes auprès d'Emmanuel Macron le 25 novembre prochain. Je suis soutenue aussi par Maître Yael Meloul, qui est l'avocate qui vient d'être appelée par Marlène Schiappa, qui avait défendu la première femme de Bertrand Cantat qui s'était suicidée, qui n'avait pas été reconnue comme victime de violence conjugale. Donc je suis soutenue par ces personnes qui souhaitent m'intégrer aux ateliers, mais je le fais comme une ex-victime qui voudrait apporter son aide, pas du tout dans une vision de faire une carrière politique. On m'en parle beaucoup et je ne sais pas pourquoi. C'est étrange que tu m'en parles aussi. Non, je n'ai pas cette prétention, je ne pense pas que j'ai cette possibilité de le faire. Alors, il y a un chapitre dans ton ouvrage, Tatiana, c'est le chapitre 4, il s'appelle tout simplement « Aujourd'hui ». Et dans ce chapitre, tu fais un parallèle entre tes anciens écrits et tes écrits de cet ouvrage. Oui, Vivre au nom heureuse, des femmes battues, voilà, et 10 ans après. Après les violences conjugales. J'ai eu envie de m'inspirer de ton chapitre 4 et qu'on regarde un petit peu ce que tu disais dans le passé, en interview. Moi qui ne me regarde jamais. Et je sais. Merci. Désolé. En toute intimité. Et aujourd'hui, mais je pense que ça peut être intéressant de voir cette évolution ensemble. Je te laisse appuyer sur play. On va regarder une vidéo qu'on avait partagée en 2016 avec Xavier. Bah déjà, je ne savais pas qu'il avait lu la lettre. Ouais. Et puis, j'étais aussi surprise de savoir que j'étais contente de peut-être être enceinte. Enfin, surtout d'être déçue de ne pas l'être. C'est pas la première fois que vous essayez, je crois. Bah oui, mais les fois où je pensais être enceinte, j'étais angoissée, j'avais peur, j'étais pas contente. J'avoue, j'étais pas contente de l'être. C'est normal, ça Et vient pour la du passé. première fois, voilà. Ouais. Et pour la première fois, j'étais déçue de pas l'être, donc je me suis dit waouh, c'est-à-dire que je suis prête. Je me suis vraiment sentie prête. Il y a le dire et il y a le ressentir. Est-ce que ça veut dire que tu as passé un cap, peut-être dans ton parcours psychologique, Apparemment. dans ton avancée? Bah c'est ça, c'est cet événement-là qui a fait que oui. Je te montre un deuxième extrait et après je t'arrête la souffrance de te regarder. Oui, c'est gentil. Ouais. Tu comprendras où je veux en venir. Comment on peut penser à être parent quand on a grandi comme ça, quand on a vécu ça, quand t'as enfanté dans le viol, quand t'as vu ta maman, parce que moi j'ai une petite sœur, donc j'ai vu ma maman avoir un enfant dans la violence. Je crois que c'est des réponses que j'ai pas. Je sais pas de quoi j'ai peur. J'ai l'impression que j'ai pas le droit. Est-ce que je réussirai? Je sais pas. Je sais pas. Mais je le ferai, je vais le faire. Je vais avoir cet enfant pour Xavier. Après, je verrai comment moi je vais le vivre. C'est ça le truc. Et dans ton ouvrage Vivre heureuse après donc les violences conjugales, tu le dis clairement, pour toi la guérison, c'est égal à avoir un enfant. Bah, c'est pas le bon raccourci, si je peux me permettre. C'est juste que j'ai réussi à reprendre confiance sur plein de choses, à guérir plein de choses, mais j'ai pas réussi ça. Ah, Pas d'enfant. Ok. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc c'est un pourcentage de la guérison. Ouais. Et non pas Ça en la fait guérison. partie. Ça en fait partie. J'ai pas décidé d'avoir eu cet enfant, donc c'est que
C'est que cette partie de guérison-là n'est pas encore atteinte. Au moment où on parle. Tout de suite maintenant? Oui. Bah ouais, sinon j'en aurais rien. Hein. C'est une pression pour toi? Est-ce que c'est une pression Ça l'a sociale? été. Une auto-pression? Ça a été une pression sociale qui finalement, du coup, s'est transformée un peu en autopression. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais je peux pas faire pour les autres parce que c'est moi qui vais sombrer si je suis pas capable de revivre une grossesse. Donc c'est une pression parce que les médias, les gens, quand on a un couple médiatisé, où on a fait de la télévision ensemble, on fait des métiers à la télévision séparés, les gens du coup on posent des questions tout le temps, tout le temps. Et tout le temps, pourquoi vous n'avez pas d'enfants? Pourquoi vous n'avez pas d'enfants? Ça, c'est ce qu'il y a de plus gentil. Et après, tu as les très maladroits. Oh, elle n'est pas capable de donner un môme à son mari. Tu as des choses comme ça. Alors, je leur en veux pas. C'est des gens qui connaissent pas mon histoire. Pour dire j'imagine, ou alors c'est des J'espère. diables. Mais non, j'imagine, j'ai envie d'imaginer et de me dire que c'est des personnes qui connaissent pas mon parcours. Mais d'entendre, ouais, 17 ans ensemble, pas capable d'avoir un gosse, des choses comme ça, bon, tu te dis, ah ouais, peut-être je suis pas une bonne personne, ils ont raison. Parce que les gens te disent que dans une vie de femme, pour être une bonne femme, une femme respectable, il faut être marié, il faut avoir des enfants, il faut réussir sa vie, quoi, amoureuse et professionnelle. Et moi, j'ai pas d'enfants, donc à un moment donné, je me suis dit, je suis peut-être pas un bon être humain, je suis peut-être un diable, je suis peut-être un monstre, en fait, de pas vouloir d'enfants. Qui suis-je? Moi, tous les jours, je me bats pour être une bonne personne. Tous les jours, j'essaye d'être bienveillante, de faire des bonnes choses parce que je crois au karma. Je suis très spirituelle. Je suis chrétienne de base, de famille, mais je m'ouvre à la spiritualité, aux autres religions. Je vais dans les temples hindouistes, dans les temples bouddhistes, je crois à la philosophie bouddhiste. Donc je m'ouvre beaucoup et j'essaie d'être une bonne personne, d'avoir un bon karma pour offrir ce karma à mes descendants. Et je me suis dit à un moment donné, je suis peut-être pas une bonne personne, je dois être un monstre. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un enfant pour pas que je sois un monstre. Mais après, je me suis dit, mais non, je peux pas faire un enfant pour pas être un monstre. En vérité, de faire un enfant et de pas être capable et de sombrer, et je dis pas d'être violente à mon tour, mais du coup de sombrer, d'être malheureuse auprès de lui et de lui offrir une maman qui est pas capable d'être une maman, est-ce que c'est pas ça en fait l'égoïsme et d'être un monstre? Donc comme je sais pas si je suis capable d'être une maman, comme je le ressens pas, ok, j'ai passé, comme on a pu le voir dans les vidéos, j'ai passé des paliers. C'est la première fois que je ressentais une déception de ne pas être enceinte. Donc évidemment que je passe des paliers et que j'ai des guérisons, des pourcentages dans cette partie-là. Mais est-ce que là, tout de suite, maintenant, là, sur ton canapé, je ressens l'envie et là, tiens, je rentre, je fais un bébé, je suis prête? Non. Non. Parce que tu as été marquée. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais tu as déjà été maman. Tu as eu un enfant qui est né d'un viol. Oui, et puis j'ai été violentée pendant ces 9 mois de grossesse. Et puis j'ai été violentée pendant... Je l'ai écrit dans mon premier livre, Au nom des femmes battues. C'est vrai que je l'ai rarement dit à l'oral. C'était trop compliqué. C'est plus dur à l'oral. C'est plus dur, mais bon, j'ai quand même avancé. Mais j'ai été violentée pendant 24 heures d'accouchement, où j'ai pas réussi à accoucher, tellement j'ai été violentée pendant 24 heures d'accouchement. J'ai fini par avoir une césarienne. Après, 10 jours après, il m'a réouvert cette césarienne avec le landau du bébé. J'ai fini à l'hôpital. Enfin, j'ai vécu des trucs. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable de revivre un bébé dans mon corps? Est-ce que ça ne va pas me renvoyer à ça? Est-ce que je veux bien être forte, je veux bien me reconstruire, je veux bien offrir des clés à des gens, des tremplins pour... Parce que moi, j'ai avancé dans mon histoire et que j'ai sûrement des clés à offrir aux gens. Mais de là, me mettre en difficulté à resubir, à revivre cette grossesse, cet accouchement, c'est... Je m'en étouffe, quoi. Je manque d'oxygène rien que de le dire, quoi. Quand une femme a un enfant avec un homme, généralement, l'enfant, c'est le fruit de l'amour entre deux êtres. Ça devrait être... Ça devrait en tout cas. Toi, le schéma, la première fois, il a été complètement faussé. Mais oui. Ce schéma, il te marque aujourd'hui. Oui, on ne peut pas dire l'inverse. Moi, j'ai jamais dit que... On était guéri à 100%, j'ai toujours dit qu'on se reconstruit à vie. J'ai dit que j'étais plus une victime, ça j'en suis sûre. J'ai écrit ce livre 10 ans après pour dire, je le sais, je suis plus une victime. Quand j'ai écrit Au nom des femmes battues, j'étais encore une victime. J'étais encore soumise puisque j'avais peur, j'étais triste, etc. de mon histoire.
Aujourd'hui, je ne suis pas triste de mon histoire. Je suis même heureuse. J'ai réussi après à être heureuse de mon histoire. J'ai appris à aimer mon histoire. J'ai appris à trouver du positif, à me dire, ok, j'ai vécu ça, mais du coup, je suis forte. Oui. Je ne m'effondre pas au moindre truc. Mais comment est-ce qu'on avance en tant que femme avec cette conception de la maternité et de la grossesse faussée que tu as eue? Être une femme, c'est pas qu'être une maman. C'est pas que avoir une grossesse. Donc j'ai appris aussi à être une femme. Être une femme, voilà. À être libre. La base d'un être humain et d'une femme, mais d'un être humain, c'est d'être libre. Donc j'ai appris à être libre, mais pas libre de faire ce que je veux, être vraiment libre. Libérée de toute soumission, de toute pression. Donc déjà, je suis un être libre. Je suis une femme libre qui prend mes décisions, qui, si j'ai envie de claquer mon travail, comme j'ai fait il n'y a pas longtemps, je claque mon travail, je pars dans autre chose, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'avoir des choses qui me font vibrer, je vibrerai plus, je m'en vais. J'ai envie de me marier, je me marie, j'ai envie d'avoir un enfant, je me mets un enfant, j'ai pas envie, ça m'appartient en fait. Bien sûr. Et c'est pas parce que j'ai pas d'enfant que je serai pas une femme. Je serai pas une maman, Exactement. mais moi ce que je cherche dans la vie, c'est être une femme libre, heureuse, free, tu vois, enjoy. Tu vois, cette liberté à l'intérieur, mon temple à l'intérieur. C'est ça que je cherche à être. Je cherche pas à être une maman, une carriériste, un truc. Je veux être une femme libre, un être humain libre sur la terre, sur la planète, qui fait ce qu'il veut. Donc c'est ce que je suis en train de construire aujourd'hui. Est-ce qu'un jour, j'aurai envie d'être une maman? C'est une autre question. Est-ce Je que sais tu es en pas. contact avec cet enfant? Je ne suis pas en contact avec cet enfant parce que je me suis battue très longtemps, parce que mon avocat m'a dit que toutes les femmes comme moi, malheureusement, étaient arrachées à leur enfant lorsqu'il s'agissait d'un viol avec un homme qui a été violent, etc. Et que je devais faire le deuil. Donc je n'ai pas accepté les premières années. Pendant 4 ans, je me suis battue. Et il m'a dit, tu vas te fatiguer, tu vas mourir à faire ça. Tu t'es battue pour quoi? Pour le garder que pour moi, pour l'éloigner entièrement de son père. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces lois qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. À l'époque, on m'a dit au tribunal, c'est pas parce qu'il a été violent avec vous qu'il le serait avec son enfant. Erreur totale. Comment concevoir ça? Une erreur totale. Maintenant, on le sait, maintenant on construit autrement. Maintenant, on éloigne le compagnon violent de la famille, c'est-à-dire de la femme qui a été violentée et des enfants. Mais à mon époque, c'était pas ça. Et mon avocat, malheureusement, lui, professionnellement, il était carré, il le savait. Et des femmes comme moi, il en avait tous les jours. Tu avais des craintes pour cet enfant? Mais oui, c'est pour ça que je me suis battue. Et il m'a dit, tu vas te fatiguer. Et c'est vrai que j'étais jusqu'à me fatiguer. C'était invivable. Et il m'a dit, tu dois faire ce deuil. Et pour ne pas te mettre en danger avec le compagnon, et pour ne pas le mettre en danger, il faut que tu attendes qu'il soit majeur. Parce que du coup, si tu écris ton histoire un jour, parce que je ne l'avais pas encore écrit, si tu partages, si tu fais quelque chose, il connaîtra et il reviendra quand il sera majeur. Mais avant ça, tu prends des risques pour lui et pour toi. Alors je te dis ça, c'est facile aujourd'hui. J'ai fait ce deuil, j'ai fait ce travail. Mais sur le moment, accepte ça. C'est compliqué. Même si c'est l'enfant d'un viol et que c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Il est majeur? Là, il est majeur depuis 1 mois. Même pas. Donc, et alors, la donne va changer, à suivre. Tu sais ce que tu as envie? Tu as envie, toi, de rentrer en contact? Moi, je suis ouverte. J'ai jamais fermé la porte. J'ai dû le faire, mais c'est pas moi qui... Bien sûr, c'était pas ta volonté. Ma décision. Maintenant, la donne va changer. Donc, je laisse la vie écrire son histoire. Je suis contre rien, évidemment. Et je suis prête, je suis assez forte. Je me suis aussi reconstruite pour ça. Tu t'appréhendes? Je me suis reconstruite pour ça. J'appréhende pas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui appréhende, j'ai pas le temps pour ça. J'ai failli mourir cet été et face à la mort, j'ai pas transpiré une seule fois. J'ai été comme un robot, comme un ordinateur. Je me suis dit, j'ai 1 minute 30 avant de mourir, voilà comment ça va se passer, etc. Un robot. J'ai tellement vécu de choses, j'ai tellement une coque, j'ai tellement une carapace que c'est pour ça que je disais, j'ai appris à être heureuse de mon vécu. Parce que je me dis, le moindre truc qui se passe dans la vie des gens, je les vois autour de moi, ils s'effondrent. Oh, je me fais virer. Oh, j'ai une facture. Oh, ça... Moi, je ne m'effondre pas. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Parce que du coup, je suis forte. Et je l'ai transformé comme ça. Je suis contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Qu'est-ce qui t'est arrivé cet été? Je me permets de rebondir. Ouais, il est arrivé un truc.
j'ai même pas forcément envie de l'expliquer, mais il m'est arrivé un accident, je me suis retrouvée dans une tempête tropicale. Donc il m'est arrivé un accident avec Xavier, hein, et, euh, et on allait mourir, quoi. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, quand même, je me suis rendu compte de quel être j'étais, quoi. J'ai parlé à Dieu, à mes dieux, parce que je suis spirituelle, je crois en plusieurs dieux, je crois aussi aux dieux indiens, à Bouddha, etc. Et je lui ai demandé de ne pas souffrir, d'essayer de faire ça le plus rapidement possible. J'ai estimé ma mort à 1 minute 30, parce qu'après je me suis dit que j'allais me fatiguer. Et à aucun moment j'ai transpiré, mon cœur n'a pas battu, j'étais prête, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, si tu t'en sors, rends-toi compte quand même de l'être que tu es, parce que j'ai des directions qu'il faut que je prenne. Ce livre, c'est important pour toi de donner des clés, donner des conseils, créer une sorte de guide pratique, Ouais, j'ai pas peut-être. envie que les victimes fassent ces 10 ans de reconstruction. C'est long, c'est de la perte de temps. Et ça peut, quand on le lit, on se dit, bah, en fait, on se dit, elle ressent le besoin de l'écrire, Tatiana ressent le besoin de donner ce conseil qui, de prime abord, peut sembler évident, comme cette phrase, vous ne désirez pas faire l'amour, si votre compagnon vous violente pour vous y forcer, c'est un viol. Parce que les femmes ne le savent pas. C'est grâce à mon association que je me rends compte. Rose jaune. Ben oui, parce que moi, je vais pas frapper chez les gens. Bonjour, est-ce que je peux voir comment vous vivez? Moi, les histoires, je les reçois. On me les écrit. Et quand je les lis, je me dis, mince, il y a des femmes, elles sont forcées, parce qu'elles ont peur de se prendre des coups, elles sont forcées à avoir un rapport sexuel, et elles pensent que c'est leur devoir, parce qu'elles sont en couple, ou mariées, ou fiancées. Mais c'est absolument pas le devoir d'un être humain. C'est pas parce qu'on est marié que notre corps nous appartient plus. On a 100% de l'intégrité de notre corps jusqu'à la fin de nos jours. Notre enveloppe, c'est notre enveloppe. L'intérieur, c'est l'intérieur. Par exemple, on ne va pas aller te prendre un organe, même si le voisin a besoin d'un organe, on ne va pas te le prendre si on t'a pas demandé l'autorisation. Là, c'est pareil, tu n'utilises pas le corps d'une personne sous prétexte que tu es marié, que tu vis avec, que c'est la mère de tes enfants. Le corps des autres ne t'appartient pas, même quand on est amoureux, même si c'est ton enfant, même si c'est ta sœur, ton père, ta mère. Idem pour les vêtements. Un homme qui va avoir tendance avec insistance à dire non, tu t'habilles pas comme ça. C'est quoi cette tenue que tu mets pour aller au travail? Bah, Il y a une différence de dire ma chérie, cette tenue te va pas ou elle n'est pas appropriée. Je pense que tu ne devrais pas mettre décolleté à ce moment-là parce que dans cette réunion de travail, il vaut mieux qu'on t'écoute toi. Voilà. Il y a cette bienveillance. Et il y a tu habilles pas comme ça, on dirait une pute. Voilà, c'est pas la même chose. pour toi, ça se fait pas. Mais c'est même pas pour moi. Il y a des lois en France et dans les lois déjà, dans les textes de loi, c'est interdit déjà. Déjà, c'est interdit. Donc c'est même pas une question de moi là. Je me retire complètement de ce truc. C'est juste que c'est interdit. Et c'est toutes ces choses que les gens ne savent pas. Oh, mon compagnon, de temps en temps, quand il est énervé, il me crache dessus. Mais je vis pas la violence, hein. Bah si. C'est grâce à mon association que je peux voir tout ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner la parole à toutes ces femmes. Et c'est ce que tu as fait. Mais oui, je me suis dit, moi, c'est alors parce que je suis médiatisée, j'ai un métier médiatique et je travaille à la télé, alors j'ai le droit d'avoir la parole, j'ai le droit d'être reçue dans les médias, j'ai le droit d'écrire des livres. Génial, je suis heureuse de ça. Mais toutes ces femmes-là qui sont chez elles et qui ont un métier qui n'est pas médiatique, c'est pas un métier inférieur au mien. Je suis pas au-dessus, on est tous égaux, mais pourquoi elles, on leur donne pas la parole? Pourquoi elles n'ont pas le droit de vomir leur histoire? Moi, de l'avoir vomi, je l'avais à l'intérieur, j'ai vomi cette histoire parce que c'était sale, donc je l'ai vomi. Et après, j'ai pu la regarder et dire, voilà, ça c'est mon histoire. Oh là, alors je fais comment pour me reconstruire et pour en faire quelque chose? Mais tant que c'était là, je ne la voyais pas. Il a fallu que ce soit au nom des femmes battues pour la voir. Et bien, j'ai voulu que ces femmes-là vomissent leur histoire. Qu'elles se rendent compte. Parce qu'en l'écrivant, waouh, tu dis, quand tu relis, tu dis, waouh, j'ai vécu tout ça là? Ah ouais. Parce que de l'avoir dans la tête, le cerveau, il fait un effet placebo. Hein. C'est comme quand tu coupe-toi un bras, prends des médicaments, tu ne vas pas avoir de douleur. Par contre, ton bras, il est coupé. Hein. Et ben, le cerveau, il est intelligent, mais en même temps, il est dangereux. Il te fait un effet placebo pour supporter l'insupportable. C'est comme une âme qui sort comme ça. C'était comme le jour de ma mort. Voilà, sur la chaise de ma mort, le jour où il a voulu me tuer. J'ai eu l'impression que mon âme est sortie de mon corps et je me voyais en train de me faire frapper. Mais
Je ne le ressentais plus. Je crois que mon cerveau a fait un effet placebo pour supporter l'insupportable. Il m'a mis en dehors de mon corps et j'avais l'impression de plus le vivre et de me regarder le vivre. Et je voulais que ces femmes puissent elles aussi avoir ce respect, avoir cette reconnaissance de leur douleur, cette reconnaissance d'être une victime. Mais pour moi, vous êtes aussi importante que l'histoire de ma maman. Pas la mienne, parce que moi, je m'en fous de ce que j'ai vécu. Moi, ce qui me fait mal, c'est celle de ma maman. Moi, je m'en fous. C'est les histoires que je reçois. C'est toutes ces femmes que je lis. Ça me fait mal. Moi, ça me fait pas mal. Et je voulais qu'elles aient ce respect. Dire, voyez, si demain, il vous arrive quelque chose, votre histoire sera quelque part. Comme ma maman. J'ai mis son histoire quelque part et vous aurez votre histoire quelque part. Votre famille le sauront. Vos enfants le sauront. Auront les réponses de pourquoi peut-être à ce moment-là vous avez fui, peut-être pourquoi vous étiez absent, pourquoi vous n'avez pas eu le bon comportement, pourquoi. Voilà, j'avais envie qu'elles soient respectées parce qu'elles sont victimes et je voulais que les gens sachent qu'elles sont victimes et que si moi j'ai réussi à m'en sortir, elles peuvent s'en sortir. C'est ça. Je leur explique que je ne suis pas un super-héros, je suis normale, je ne suis pas plus forte que quiconque, je n'ai pas plus de muscles, je n'ai pas un cerveau plus intelligent, je n'ai pas plus de culture, on est tous pareils en fait. Et que donc si j'ai pu le faire, si j'ai pu me construire, être libre aujourd'hui, parce que heureux en fait ça veut rien dire. On est heureux un jour et puis un jour on n'est pas heureux parce que tu as perdu les clés de ta voiture et que tu es malheureux quoi. Ça tient rien. Vivre heureuse, en fait j'aurais dû dire vivre libre. Je regrette, j'ai envie de changer le titre du livre là tout de suite maintenant. Ah non, là c'est pas possible, mais on comprend très bien le concept de bonheur justement qu'on a évoqué cette liberté, ouais. En introduction parce que le bonheur, le plein bonheur, c'est forcément la liberté. C'est ça, Voilà. c'est à Donc, l'intérieur. Au final, tu t'es pas trompé dans le Ok. titre de ton livre. 10 ans après, Vivre heureuse après les violences conjugales. C'est le nouvel ouvrage 10 ans après de Tatiana Laurence de la Rue que vous pouvez trouver de partout, notamment sur Amazon. J'ai Oui. vu que tu avais mis le lien. Les gens adorent Amazon. C'est vrai. c'est Amazon, vrai. Fnac, mais surtout Amazon. De partout, de toute façon, Ouais. chez tous les bons libraires. Oui, Et c'est le ça. lien, il est disponible sur ton compte Instagram. Ton compte Instagram, Tatiana Laurence, c'est TL-du-bas de la rue. Ouais. Et on te retrouve également dans ton émission radio sur Radio VL qui s'appelle La Baronne et compagnie. Ça, c'est chaque dimanche entre 13h et 15h. Et puis, tu es toujours présidente et fondatrice de ton association Rose Jeune qui se consacre à la prévention, à la lutte et à l'éducation depuis plus de 10 ans maintenant. Merci de nous avoir suivis. Merci pour ton témoignage. Merci de me suivre Tatiana, à toi depuis longtemps. Parce tu que seras toujours la bienvenue. ça fait longtemps que tu suis Ça fait plusieurs années maintenant. l'association, que tu suis mon évolution. Et toujours avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Vous avez la barre de commentaires. Vous n'hésitez pas à réagir à cette entrevue avec Tatiana Laurence de la Rue. De mon côté, je vous fais des gros bisous et portez-vous bien. Moi aussi, je vous fais des gros bisous. À bientôt.